Connaissance, recherche, sciences, Des mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. It is an honor to C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et j'aimerais m'excuser d'utiliser l'anglais et particulièrement aussi tard dans l'après-midi. Jusqu'à maintenant, les présentations et les débats se sont concentrés sur l'échelle, la taille, le niveau d'activité économique, des populations, etc. Et bien sûr, cela est tout à fait pertinent. Toutefois, pour ma part, je vais plutôt me concentrer sur la répartition de la pyramide des âges et les évolutions de cette pyramide des âges. Et je vais revenir à certains des aspects qui ont été présentés par Joe Cohen au début de cette conférence. Tout d'abord, la stabilisation de la population mondiale ou le déclin de la population mondiale va impliquer des modifications très importantes de la pyramide des âges et de sa répartition. Et ces impacts seront très coûteux. Et peut-être que les considérations économiques en termes de répartition de la pyramide des âges ne sont pas à oublier. J'aimerais ici vous présenter des résultats d'un projet qui s'appelle le NTA, un projet qui consiste à réaliser une étude collaborative, étude que j'ai moi-même menée conjointement avec Andy Mason. Nous avons un site internet que vous pouvez voir ici. 28 pays ont été impliqués dans cette étude avec différents volumes de données en fonction des pays. En France, notre équipe a été constituée de François-Charles Wolff et d'Antoine Baumier. C'est un travail qui est fondé sur des sources de données existantes. Tout d'abord, j'aimerais aborder la répartition des âges dans le cadre de l'activité économique. Et je vais vous parler des revenus et du travail. Et ensuite, je vais utiliser ces profils d'âge ainsi que les données relatives à la population afin d'analyser les modifications en termes de ratio de soutien, en termes de transition démographique pour l'avenir. Ensuite, je vous parlerai de la demande en termes de richesse, c'est-à-dire le besoin de production de richesse en fonction des différents groupes d'âge. Quelles seront les modifications? Quelles seront ces modifications au vu de la transition démographique? Et ensuite, je vous parlerai des différentes formes de richesse. Parle-t-on de richesse transférée ou d'actifs? Et ensuite, je vous parlerai de l'investissement dans l'éducation et dans la santé. Et comment cet investissement peut être modifié en fonction de la transition démographique. Tout d'abord, le revenu du travail. Je vais vous montrer dans quelques instants des graphiques qui représentent une moyenne pour des personnes d'un certain groupe d'âge au sein duquel nous avons intégré les hommes ainsi que les femmes, des personnes salariées, des personnes profession libérale et des personnes qui sont au chômage, donc des personnes actives et inactives.
Et ensuite, nous allons donc diviser le chiffre obtenu par donc le revenu du travail moyen, de manière à pouvoir réaliser des comparaisons. Voilà. Donc la moyenne pour 4 pays pauvres en rouge et 4 pays riches en bleu. Les pays pauvres sont l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et le Kenya. Les pays riches, les États-Unis, le Japon, la Suède et la Finlande. Ainsi que nous aurions pu l'anticiper, dans les pays les plus pauvres, eh bien, les gens commencent à gagner leur vie plus tôt. Parce que dans les pays les plus riches, eh bien, les personnes du même âge sont généralement encore à l'école. On peut voir ici que le pic de revenus eh bien, arrive et intervient plus tôt dans les pays plus pauvres. Il arrive plus tard dans les pays plus riches et ensuite il se réduit très rapidement. Alors que dans les pays pauvres, eh bien, les personnes continuent à travailler beaucoup plus tardivement dans leur vie. Ici, vous voyez également donc l'impact des retraites anticipées et bien sûr des programmes de retraite. Étant donné que nous sommes aujourd'hui à Paris, j'aimerais vous présenter la courbe qui représente les chiffres de la France. Et vous voyez en fait que la France est très proche des autres pays industriels que j'avais intégrés dans le groupe des pays riches. Et jusque dans les années où les gens arrivent à 50 ans. Et ici, vous avez donc un déclin plus tôt et plus rapide donc, du ratio de revenus des personnes par rapport à d'autres pays. Donc voilà ce qui concerne le travail, les aspects du travail. Parlons maintenant de la consommation. La mesure de la consommation inclut les dépenses privées ainsi que les soins qui sont fournis par le secteur public, de même que l'éducation. Et puis ça inclut également donc, les dépenses privées dans les domaines de la santé et de l'éducation. Et bien sûr, nous avons en fait normalisé ces chiffres de manière à pouvoir réaliser des comparaisons d'un pays à un autre. Les pays les plus pauvres sont représentés encore une fois ici en rouge. Et vous voyez quelques caractéristiques assez frappantes. Ce qui me frappe le plus, personnellement, c'est que la consommation est presque constante à partir du moment où les gens arrivent à 20 ans jusqu'à la fin de leur vie. Alors que si vous comparez cette courbe avec la courbe des pays riches, industrialisés, eh bien on se rend compte que la consommation continue d'augmenter, augmente assez rapidement. Et ici, on voit bien sûr que ces dépenses incluent les dépenses de santé, y compris les dépenses publiques. Et donc, nous voyons que eh bien, les gens donc, ont des dépenses qui continuent à augmenter à long terme. Ici, dans les jeunes années, eh bien, on voit également qu'il y a une grosse augmentation, ce qui représente un investissement dans le capital humain jeune qui est plus élevé que dans les pays plus pauvres. Donc, si vous regardez ces niveaux de consommation par rapport au niveau de revenus du travail, eh bien, on se rend compte que eh bien, dans les pays riches, les gens ont plus de revenus de leurs capitaux et donc, bien sûr, présentent des ratios de dépendance beaucoup plus bas. Alors que dans les pays les moins riches, les niveaux de consommation, encore une fois, restent bas. Donc voici donc, les fondements de ce que je vais maintenant présenter. Il s'agit ici d'une analyse plus détaillée de ce qui se passe aux États-Unis. Vous voyez que ce graphique représente plusieurs composantes. Et aux États-Unis, vous voyez que la consommation privée augmente jusqu'à environ l'âge de 60 ans.
Et ensuite, eh bien, on voit que c'est la dépense publique relative à la santé qui prend le relais à partir de 60-65 ans. Donc le profil est tout à fait différent par rapport au profil de dépenses dans les pays du tiers-monde, dans les pays les plus pauvres. Et c'est même différent d'autres pays riches comme la Corée du Sud ou Taïwan. Comme nous le savons, les pays pauvres présentent des niveaux de fertilité et de mortalité importants, élevés, et ce sont des populations jeunes. Les pays riches ont des niveaux de fertilité plus bas et des espérances de vie plus grandes également, avec une population vieillissante. Donc, lorsque l'on parle de transition démographique, lorsque l'on passe des pays pauvres aux pays riches, eh bien, on se rend compte qu'il y a une double pression qui est en jeu. Une pression budgétaire parce qu'il y a un phénomène de vieillissement de la population et puis bien sûr les personnes plus âgées au sein de ces populations vont plus consommer et moins travailler dans les pays riches que dans les pays pauvres. Parlons maintenant des différents niveaux de ces profils d'âge. Ceci évolue rapidement avec l'augmentation du revenu et de la productivité. Les 4 profils d'âge peuvent conserver plus ou moins le même profil, mais ils augmentent. Ces formes évoluent, mais elles évoluent de manière lente sur des dizaines d'années, sur également des siècles finalement. Et on parle ici de plusieurs milliers de dollars de revenus par habitant. Donc il semble logique de dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer si ces profils de consommation et de revenus du travail restaient les mêmes, mais si en parallèle la répartition de la pyramide des âges au sein de la population évoluait. Alors, le ratio de soutien, c'est une manière d'exprimer l'impact de l'évolution de la pyramide des âges de la population, alors que les profils d'âge basés sur le revenu du travail ou la consommation restent constants. Nous pouvons utiliser ce ratio afin de calculer le nombre de populations de personnes actives par rapport au nombre de consommateurs effectifs pour le même profil de pyramide des âges dans une population. Donc ce ratio de support est calculé ainsi. Donc combien de personnes actives par rapport au nombre de consommateurs actifs. La consommation par consommateur va donc être proportionnel à ce ratio de support. C'est toujours bien d'avoir un ratio élevé. La transition démographique démarre avec une fertilité et une mortalité élevée. À un moment, la mortalité et la fertilité commencent à se réduire sur une période de temps qui équivaut à plusieurs décades. Et bien sûr, ensuite, la fertilité commence également à diminuer. À ce stade, commence une longue période de temps au cours de laquelle la part de la population active augmente, le ratio de support augmente et c'est ce que nous appelons le premier dividende démographique. Il s'agit d'un terme que nous utilisons maintenant depuis une dizaine d'années environ. Et bien sûr, à un moment, la fertilité va arrêter de diminuer, la mortalité va continuer de se réduire et on voit un phénomène de vieillissement de la population. Voici un graphique qui illustre toutes ces évolutions pour la Chine.
Ici, nous avons le calcul de ce ratio de support pour la Chine fondé sur les profils d'âge moyens du tiers-monde. Alors la mortalité baisse, c'est-à-dire que plus d'enfants survivent, donc le ratio baisse. Et dans les années 70, la fertilité a commencé à diminuer également. Et donc ensuite, nous avons une période d'environ 40 ans où ce ratio a augmenté. Il s'agit ici du dividende démographique. Et puis ensuite, eh bien, on passe à une période de vieillissement de la population à partir de maintenant environ. Et cela veut dire qu'en fait, eh bien, il y a un vieillissement de la population avec une population active moins importante. Voici le même ratio pour plusieurs pays. Donc ici en jaune, vous voyez donc les chiffres pour la Chine, c'est celles que nous venons, ce sont ceux que nous venons de commenter. En ce qui concerne la Corée du Sud, vous voyez que la tendance est tout à fait similaire. En ce qui concerne le Brésil, on peut voir que eh bien, ce phénomène a démarré un petit peu plus lentement et le Brésil donc, arrive presque au terme de cette amélioration de ce ratio. Et donc, ils arrivent au point où ils vont faire l'expérience du vieillissement de la population. L'Inde en est environ à la moitié du processus et le Niger, selon les projections des Nations Unies à 100 ans, eh bien, le Niger devrait connaître un ratio de support donc, qui va augmenter parce que la fertilité baisse. Et ensuite, bien plus tard, eh bien, ils vont également passer par une période de vieillissement de la population. Donc, regardons la période qui va d'aujourd'hui jusqu'à 2050, c'est-à-dire dans les 40 prochaines années. Par exemple, au Niger, il va y avoir une augmentation d'environ 20% en ce qui concerne la consommation, une augmentation répartie sur environ 20 ans, ce qui représenterait moins d'un demi% par an de gains en termes de consommation par habitant. En ce qui concerne la Corée du Sud, les ratios de support donc, baissent et cela représenterait 0,6% par an de diminution de ce ratio, toute autre chose étant égale également. Donc, voilà pour les autres pays. En droit de développement, pardon. Et maintenant, parlons des pays industrialisés. Nous voyons ici en jaune le Japon, qui a connu le déclin le plus précoce et le plus important. Vous voyez également l'Espagne et l'Italie avec un taux de fertilité très bas et également un vieillissement de la population qui intervient de manière très rapide à partir du moment où il est déclenché. Et donc, ils vont finir avec des ratios très très bas. L'Allemagne, ici. Et malheureusement, je n'ai pas la courbe de la France sur ce graphique. Et vous voyez également les États-Unis qui donc font les montagnes russes avec le baby boom, hein, et puis ensuite un déclin. Mais nous avons quand même encore un taux de fertilité assez haut aux États-Unis. Alors maintenant, la question est de savoir à quel point ces évolutions sont importantes. En ce qui concerne les États-Unis, je pense que c'est une évolution qui est assez mineure, donc 0,2% de ralentissement de la consommation par an. Pour l'Espagne et pour l'Italie, ainsi que pour l'Allemagne, pardon, l'Espagne, l'Italie et le Japon présentent donc des évolutions plus importantes, un coût plus important, presque 1% de réduction par an par rapport à ce qui pourrait être réalisé en termes de croissance de la consommation indépendamment de ce phénomène de vieillissement de la population. Donc pour les États-Unis, ce vieillissement n'a pas véritablement d'impact pour les schémas de consommation, alors que pour d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie et le Japon, eh bien, ce vieillissement peut avoir un impact très important en fonction, bien sûr, des évolutions en termes de croissance, de productivité, etc., sur la même période de temps. Donc voilà pour les tendances en termes de ce ratio.
Et j'aimerais maintenant passer à un autre sujet qui, à mon avis, est probablement plus important encore. Avec le vieillissement des populations, il y a une augmentation du besoin de retenir la richesse. C'est-à-dire que les gens ayant des espérances de vie plus longues, ils doivent eh bien, maintenir leur niveau de revenu plus longtemps, ils ont des retraites plus longues et souvent, eh bien, ce sont les personnes les plus âgées qui détiennent le plus haut niveau de richesse à cause du phénomène de cumul également. Donc, le vieillissement de la population peut avoir pour conséquence une augmentation plus rapide du niveau de revenus par habitant. Ici, je pourrais vous présenter un calcul qui représenterait directement le besoin de richesse, mais je pense qu'il est plus facile de transmettre ce message différemment. Regardons la différence entre la consommation des seniors, plus de 65 ans, moins leur revenu du travail. Et ici, je parlerai de déficit du cycle de vie. C'est comme ça que je décrirais cette différence. Alors, les personnes consomment plus que leur revenu du travail. Alors, bien sûr, ici, la consommation se base sur les revenus de leurs actifs, leurs propriétés, leurs capitaux, etc. Et c'est une richesse qui vient également des virements qui sont réalisés par leur famille. Par exemple, dans les pays moins riches, eh bien, les personnes âgées sont entretenues finalement par leurs enfants qui sont devenus adultes et qui leur donnent de l'argent, des virements. Et puis, il y a également l'argent qui provient des retraites financées par le secteur public. Alors, en fonction de la manière dont ce déficit du cycle de vie est financé, la population et le vieillissement de la population peut provoquer ou non une accumulation de capitaux. Regardons maintenant justement les données qui reflètent ce phénomène. Nous avons ici deux pays, l'Indonésie et le Japon. Ce que je vous montre ici, eh bien, c'est une représentation de ce déficit du cycle de vie que je viens de décrire. Pondéré au niveau de la population et non pas au niveau des individus. Il s'agit ici de la consommation des seniors, consommation qui n'est pas financée par leur propre revenu du travail. Ça, c'est pour l'Indonésie. Même chose ici, au niveau des enfants qui deviennent des adultes en âge de travailler, qui produisent plus de richesses que ce qu'ils ne consomment. Et au niveau du Japon, eh bien, vous voyez en fait que la consommation des seniors est beaucoup plus importante et bien sûr cette consommation doit être soutenue financièrement d'une manière ou d'une autre. Alors j'aimerais justement reprendre cette zone que je vous montre ici sur le graphique, c'est-à-dire le déficit de cycle de vie et donc le diviser par la consommation totale pour chacun de ces pays. Donc voilà ce qu'on va regarder maintenant sur ce prochain graphique. Et ce graphique représente 22 pays. Il s'agit du ratio de consommation des seniors qui n'est pas financé par le revenu du travail vis-à-vis de la consommation de l'économie dans son entièreté. Vous voyez ici le Kenya en bas à gauche, le Japon en haut à droite, et vous avez deux points au milieu, les États-Unis et la France est quelque part par ici. Ce graphique montre comment le vieillissement de la population agit
comme un moteur de la demande de richesse pour permettre la consommation à un âge avancé. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous passez vers la droite de ce graphique, et lorsque vous regardez donc les populations les plus âgées, alors bien sûr ici en axe ordonné, eh bien vous voyez en fait les âges des populations, et plus la population est vieille, et moins bien sûr cette population travaille, et plus elle consomme. Donc vous voyez ici plus que simplement un vieillissement effectif purement. Alors, pour pouvoir avoir ce vieillissement effectif uniquement, eh bien, il faut calculer sur la base de profils d'âge fixes pour 4 pays pauvres ici dans cet exemple. Cela nous donne en fait une nouvelle ligne, celle-ci, pour laquelle eh bien, vous avez donc un profil d'âge fixe ainsi qu'une consommation fixe. Vous voyez en fait que les 2/3 de cette augmentation eh bien, sont dus à des effets purement démographiques, c'est-à-dire le vieillissement de cette population. Ce qui veut dire que le vieillissement de la population provoque un besoin d'augmentation de la richesse de manière à pouvoir eh bien, entretenir la consommation des seniors. Alors, quelles sont les différentes formes de richesse? Alors, bien sûr, il y a donc les revenus d'actifs, que ce soit des actifs qui sont détenus au niveau national ou à l'étranger. Ça peut être, par exemple, des gens qui sont propriétaires terriens, qui ont des comptes qui génèrent des intérêts. Il peut s'agir également donc de virements qui sont faits par la famille, mais également d'allocations payées par le secteur public, la retraite, etc. Ici, vous voyez une représentation démographique de la manière dont les différents pays partout dans le monde financent la consommation des seniors. Comme vous le voyez, il s'agit d'un triangle, un graphique en triangle qui représente la part des actifs, la part des allocations publiques ou la part des soutiens financiers fournis par les familles. Ce qui nous fait donc ce graphique en triangle. Si un pays se situe au niveau des actifs, eh bien cela voudrait dire qu'il financerait à 100% la consommation des seniors par l'actif. Si c'était uniquement au niveau de la famille, il serait là. Si c'était uniquement au niveau des allocations publiques, ce serait ici. Si on se situe au milieu du triangle, eh bien la consommation des seniors serait financée à part égale par les actifs, les familles et le secteur public. Le Taïwan se trouve effectivement au milieu du triangle. Un autre pays est également dans le triangle, c'est la Corée du Sud. Et c'est le seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'êtes pas à l'intérieur du triangle, si vous êtes au bord du triangle, sur l'une de ces lignes, si vous êtes sur cette ligne entre les actifs et la famille, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas du tout de soutien public et que la consommation des seniors est financée avec les actifs et les finances de la famille. Si vous êtes à droite, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de soutien de la part de la famille, et si vous êtes en bas, à la base du triangle, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de financement par les actifs. Mais il n'y a personne qui se trouve sur cette base du triangle. Alors, pour les points qui sont à l'extérieur du triangle, eh bien, il s'agit là de pays où les seniors, en fait, entretiennent leurs enfants plutôt que d'être entretenus par leurs propres enfants. Citons quelques exemples. Ici, vous voyez la Thaïlande, qui finance les retraites à hauteur de 2/3 par les actifs. Et c'est surtout, à mon avis ici, des actifs qui représentent des propriétaires terriens. Et donc 1/3 de cette consommation est soutenue par la famille. Les Philippines sont très proches de 100% de financement de la consommation des seniors sur la base d'actifs. Les États-Unis se trouvent ici
Et on voit que eh bien, les allocations publiques représentent un tiers du financement de la consommation, 2 tiers au niveau des actifs. Le Costa Rica, le Japon, l'Allemagne, 70% environ de cette consommation est financée par les allocations publiques et 1 tiers par les actifs. Et ici, tout en bas, vous avez l'Autriche qui est pratiquement financée à 100% par les allocations publiques. Alors, je regrette de ne pas avoir suffisamment de données pour pouvoir situer la France, mais je suppose que la France se trouverait quelque part par là également. Dernier point que j'aimerais soulever, la fertilité basse est la cause principale du vieillissement de la population. Cependant, une fertilité basse est également corrélée à un investissement plus élevé dans le capital humain. Donc c'est un compromis en termes de théorie économique entre le nombre d'enfants et puis l'investissement, la hauteur des investissements par enfant. On parle ici de quantité-qualité. Tout d'abord, parlons de la manière dont nous mesurons les investissements dans le capital humain. Tout d'abord, nous disposons d'estimations pour chaque groupe d'âge, des estimations en ce qui concerne les dépenses publiques et privées dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Donc, je les ai additionnées pour ce qui est du secteur de la santé, pour les groupes d'âge de 0 à 18 ans. Je les ai également additionnés pour le secteur de l'éducation, entre 0 et 26 ans, afin d'intégrer l'éducation universitaire au niveau universitaire. Et ce calcul me permet d'avoir une moyenne d'investissement en capitaux par enfant pour chaque pays. Donc, je vais parler de HK pour le capital humain et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une échelle logarithmique de manière à pouvoir comparer donc, ce capital humain par rapport au taux de fécondité totale. Donc en fait, l'ISF, l'indice synthétique de fertilité, qui représente en fait le nombre de naissances par femme. Voilà à quoi ce graphique ressemble. Alors on ne peut pas dire que la corrélation soit énorme, toutefois, vous voyez qu'il existe une corrélation négative assez importante et vous voyez en fait que cette ligne représente une baisse d'environ -1. Ici, à droite, on voit des pays avec des taux de fertilité élevés comme le Kenya, l'Inde, les Philippines, l'Indonésie. Et ici, en haut à gauche, on voit les pays avec des niveaux de fertilité beaucoup plus bas, comme la Corée, le Japon, l'Espagne, Taïwan, la Hongrie, l'Autriche également. Et la plupart des pays européens, la France, les États-Unis également. Et ici, vous avez la Chine. La Chine qui présente un niveau d'investissement dans le capital humain assez faible, et ce en raison des hauts niveaux d'épargne. Donc cette épargne est beaucoup utilisée pour soutenir la consommation. Ici, vous voyez également les pays comme l'Afrique, par exemple. La question ici, à laquelle je ne vais pas essayer de répondre de manière détaillée ici, mais la question que moi-même et Andy Mason avons soulevée est la suivante.
étant donné qu'il y a un niveau bas de fertilité, il y a moins de population active, mais cela peut être compensé par les plus hauts niveaux d'éducation de chacune des personnes dans cette population. Donc nous avons développé un modèle. Donc, nous avons pu voir que, bien sûr, l'éducation peut compenser la baisse de fertilité et le vieillissement de la consommation, en tout cas sur 2 à 3 générations, parce que, bien sûr, il y a des limites. Ce n'est pas quelque chose d'indéfini ou d'infini. Voilà, donc ce que je voulais aborder, les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Et donc vous voyez ici ma diapositive en ce qui concerne les conclusions. Et étant donné que j'ai déjà atteint la fin du temps qui m'est accordé, je ne vais pas m'attarder sur ces conclusions qui redisent ce que j'ai déjà dit de toute façon jusqu'à maintenant. Alors, ce qui est important ici, c'est que nous devons avoir une vue globale du vieillissement de la population. Nous ne devons pas uniquement nous concentrer sur les programmes publics en ce qui concerne les retraites, etc. Mais nous devons nous concentrer sur l'activité économique et la consommation sur le cycle de vie total des populations. Et on se rend compte également que ici, eh bien, finalement, le vieillissement n'est pas un problème si important. Et les autres facteurs qui ont été intégrés à cette étude, comme par exemple l'augmentation de la densité du capital en ce qui concerne, lié au vieillissement de la population, également à la baisse de la fertilité. Ici, les liens de cause à effet ne sont pas forcément très clairs. Toutefois, on sait que ces 2 éléments sont plus importants que les problèmes d'augmentation de la dépendance. Merci.